always trying how to get your attention, but it ain't working. Yeah. I've been spending all my nights and time Bonjour à tous. crying. Won't you get that? Rebonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi, merci à ceux qui nous rejoignent cet après-midi pour cette seconde partie du Mobile Marketing Forum Paris 2018. On remercie une fois de plus chaleureusement nos partenaires, IAS, Le Bon Coin, Augury et Single Sport pour rendre cet événement possible. Je rappelle également qu'on a un dispositif interactif et que vous pouvez interagir avec nous via l'application mmafp.live opérée par notre partenaire Mobile Actif avec les codes Wi-Fi. Et vous aurez d'ailleurs la possibilité, en plus des quiz, de poster pour cette session des questions à notre invité et nous lui lirons à la fin avec un échange interactif. Et j'en profite donc pour inviter sur scène un pionnier du commerce électronique, un pionnier de la publicité programmatique qui est aujourd'hui investi dans les crypto-monnaies et la blockchain. J'invite sur scène Monsieur Pascal Gauthier. Merci. On se met là ou là. Bonjour tout le monde. Bonjour Pascal. Je vous propose de vous installer sur ce petit tabouret pour un échange, une conversation au coin du feu pour parler de blockchain et de marketing mobile. Avec une question peut-être un petit peu naïve en introduction. On entend beaucoup parler de la blockchain depuis quelques années, notamment depuis l'émergence du Bitcoin. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris concrètement ce que c'était comme technologie. Est-ce que c'est une technologie aussi structurante pour le monde digital qu'ont pu être le protocole Internet dans les réseaux ou le protocole hypertexte dans la gestion documentaire? Oui. Bon, déjà, on peut se tutoyer, parce que oui, on va se tutoyer, dans la vraie vie, on se tutoie, tutoie, je ne sais pas pourquoi on se voit on stage, mais alors, déjà, pour commencer, moi, ça me fait très plaisir d'être ici, parce que l'e-commerce, la publicité, c'est la première partie de ma carrière. J'ai eu la chance de participer à Douyu, à Quelcou, à Yahoo, à Tids, à Timo et Criteo, où j'étais CEO pendant 6 ans et qu'on a amené jusqu'au Nasdaq. Donc c'était une aventure extraordinaire. J'ai quitté la pub pour rejoindre une autre communauté d'entrepreneurs qui est celle des crypto-monnaies, du Bitcoin, de la blockchain et de tout ce futur. Et je suis ravi de voir que finalement les deux mondes se rejoignent. Et quand j'ai eu la proposition de venir présenter ici aujourd'hui, c'était revenir à mes premiers amours avec une nouvelle technologie qui peut-être pourra aider cette entreprise à devenir encore mieux que ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et donc je suis particulièrement heureux d'être ici. Et la question que tu poses sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, c'est une question un petit peu difficile parce que... Et d'ailleurs, c'est une question qui se pose à peu près avec tous les mots. Je pense que si on prend n'importe quel mot du dictionnaire et qu'on fait le tour de la salle, et je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle, mais une centaine, on aurait à peu près 100 définitions différentes. La définition d'un mot, c'est quelque chose d'assez magique. Alors souvent, il faut se rapporter au dictionnaire pour se rappeler ce qu'un mot veut vraiment dire. Et une blockchain, c'est un livre de compte digital décentralisé et public dans lequel sont enregistrées des transactions d'un coin, donc un Bitcoin, un Ethereum, etc. etc. Donc c'est ça ce que c'est une blockchain. Mais en fait, ce mot blockchain, il est né d'un white paper, qui était le white paper de Satoshi Nakamoto, qui a décrit un protocole qui s'appelle le Bitcoin, avec un grand B. Le mystérieux inventeur du Bitcoin. Hein. Voilà, on n'a toujours pas identifié d'ailleurs. Bon, il y a des gens qui pensent savoir. Mais en fait, finalement... C'est pas vous, rassurez-nous. Non, c'est pas moi. Ne pas savoir, c'est très bien, parce que comme ça, cette personne-là ou ce groupe de personnes n'a pas d'opinion sur le Bitcoin, donc c'est parfait, ça permet au protocole d'être parfaitement libre. Le Bitcoin avec un grand B, c'est le nom du protocole, un peu comme le web. Le Bitcoin avec un petit b, c'est le nom de la cryptocurrency. Et plus loin dans le white paper avait été décrit un truc qui s'appelait la chaîne de blocs, en fait. Et la chaîne de blocs, c'est le fait que les transactions dans le protocole Bitcoin sont validées par bloc. C'est-à-dire qu'il y a des transactions qui se chargent dans un bloc, et les mineurs, qui sont des acteurs qui sont censés valider les transactions, valident les transactions par bloc. Mais la blockchain, c'est ce que je viens de vous dire. Sauf que en 2015, il y a eu un désamour pour le Bitcoin. On a pensé que c'était la monnaie des terroristes et des vendeurs de drogue et des pédophiles. Un peu d'ailleurs comme on pensait que le web à l'époque, pour ceux qui étaient dans le web en 95 ou en 98, on employait le même vocabulaire. On employait le même vocabulaire. Quoi. Et donc, mais tout le monde avait peur d'être celui qui dit que le web c'est nul. Parce que maintenant, il y a un nouveau truc quand même. C'est que le mec qui avait dit à l'époque que le web c'est nul s'en mord encore les doigts aujourd'hui. De la même manière que, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens qui disaient le téléphone mobile c'est nul, ça ne marchera jamais. Moi je suis très content avec mon téléphone à la maison et le téléphone mobile c'est nul. Quoi. Donc là maintenant il y a un peu ce truc, c'est quand il y a une nouvelle technologie, il n'y a plus personne qui ose dire que c'est nul, mais ils pensent quand même que c'est nul, donc ils veulent trouver quelque chose à dire. Et donc il y a eu en 2015, en 2016 et tout début 2017,
une dichotomie qui s'est faite entre les crypto-monnaies et le nom Bitcoin et le nom blockchain, qui est effectivement un sous-jacent technologique de Bitcoin. Dans Bitcoin, il y a plus que simplement la blockchain. Et effectivement, de la blockchain, on peut faire des applications qui ne sont pas juste simplement transférer un Bitcoin d'un endroit à un autre. Vous voulez dire que les râleurs ont pu dire le Bitcoin c'est nul, mais la blockchain c'est bien. Et voilà, ça c'était bien. Comme ça, tu pouvais le dire. Tu pouvais toujours sortir le vendredi soir dans les dîners en ville et avoir un truc à raconter sur cette technologie. La vérité aujourd'hui, c'est que le marché il a beaucoup évolué et on peut, quand on parle de blockchain, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un protocole public ou est-ce qu'on parle d'un protocole privé? Parce qu'aujourd'hui, il existe des blockchains publiques. Le Bitcoin, c'en est une, Ethereum, c'en est une autre. Il y a des milliers de coins qui existent aujourd'hui et qui tournent sur des blockchains publiques. Ça veut dire que ce sont des blockchains qui sont complètement décentralisés et le record de transactions est public, n'importe qui peut les consulter. Et ensuite des blockchains privés, c'est-à-dire un groupe de personnes et ou d'institutions qui s'entendent pour mettre en commun certaines choses dans un système qui ressemble un peu à blockchain public, mais qui est privé parce que tout le monde ne peut pas consulter, quoi. Voilà. Il y a un mot que vous avez beaucoup employé, c'est le mot décentralisation. Oui. C'est fondamental? Oui. C'est le principe même de cette technologie. C'était le cœur du protocole TCP/IP, c'était le cœur du protocole HTTP aussi, cette notion de... Oui, exactement. Ouais. Mais ce qu'on appelle décentralisation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait peer-to-peer avant. Hein. Donc ça veut dire que l'échange d'argent aujourd'hui, l'échange de valeur aujourd'hui passe forcément par un intermédiaire centralisé, que ce soit une banque, un Visa, un Mastercard, etc. Et cet intermédiaire centralisé est ce qu'on appelle dans le jargon anglais aussi le single point of failure, c'est-à-dire le point de rupture, quoi. C'est-à-dire que si Visa se fait hacker, si Mastercard se fait hacker, tous les gens qui utilisent le réseau Visa ou Mastercard se font hacker en même temps. Et en fait, la décentralisation, ça permet une meilleure sécurité dans le sens où toutes les transactions sont validées par tout un tas d'ordinateurs et pour être sûr que la transaction est bien passée, on l'a répertoriée sur 1000 ordinateurs en même temps et au lieu d'être sur un système centralisé qui repose sur une personne ou une entité, on repose sur 1000 entités. En tout cas, selon toi, on peut vraiment faire le parallèle avec le TCP/IP, le HTTP, ça va être aussi structurant pour le digital? Ah oui, bien sûr. Enfin, moi, quand j'ai rejoint cette communauté, parce qu'on peut parler de communauté, je pense, à ce moment-là, en 2014, je pense que c'est aussi structurant, peut-être même plus. Ce que Internet a fait pour l'information, probablement que les crypto-monnaies et la blockchain vont le faire pour le transfert de valeur. Et dans notre monde à nous, ou dans votre monde à vous, mais qui était le mien avant, de l'information, il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est la data. Enfin, je veux dire, on peut parler de GDPR si vous voulez. On va en parler un peu plus tard. Voilà. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que le consommateur, il ne contrôle rien. Et comme il ne contrôle rien, on essaye de le protéger contre eux. On ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais voilà. Mais on va en reparler. Excuse-moi. Première application donc, la plus connue de la blockchain, c'est effectivement le Bitcoin, et c'est un des sujets de la nouvelle société, Ledger, que tu as créé. C'est quoi en gros? C'est utiliser la blockchain pour que le Bitcoin remplace l'or, ou en tout cas devienne une alternative au paiement? Oui, en fait, c'est deux choses. Donc, le premier applicatif, c'est effectivement ce qu'on appelle l'or digital. Hein, le Bitcoin, on appelle toujours ça l'or digital parce qu'effectivement, c'est quelque chose où tu peux stocker de la valeur, c'est un store of value. Donc ça, c'est un des premiers applicatifs. Le Bitcoin, aujourd'hui, en termes de volume d'échange, c'est presque aussi gros que le réseau Mastercard, il faut le savoir. La différence entre le Bitcoin et Mastercard aujourd'hui, c'est que la transaction moyenne sur Mastercard est de 20 €, alors que la transaction moyenne sur Bitcoin est de 27 000 €. Donc c'est un très gros réseau qui est utilisé aujourd'hui pour des très gros paiements. La raison pour laquelle c'est comme ça aujourd'hui et qu'on attend la prochaine évolution, c'est qu'il y a un problème de scalabilité de ces réseaux publics. Un peu de la même manière que sur Internet, il y avait un problème de scalabilité. En 1995, se connecter à Internet, c'était lent, quoi. Hein. Et en 2018, ça se passe quand même largement mieux. Et là, c'est pareil. Les protocoles sont très lents. Donc aujourd'hui, ça fait très bien des très gros paiements. Tu veux envoyer $1 million de France aux États-Unis, le Bitcoin, c'est imbattable, quoi. Ensuite, on n'envoie pas tous les jours $1 million de France aux États-Unis, mais pour les entreprises, pour certains applicatifs, c'est absolument imbattable, robuste et sécurisé. Et toutes ces crypto-monnaies, Bitcoin en premier, mais Ethereum aussi, sont en train de travailler sur la scalabilité pour peut-être devenir des moyens de paiement. Et se substituer peut-être à des géants comme Visa ? Peut-être se substituer à des géants comme Visa, peut-être se substituer à pas mal de choses, ou pour créer peut-être des nouveaux usages. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question. Il y a beaucoup d'argent. C'est un des projets de la société Ledger. On a déjà vu une première technologie sortir, une sorte de wallet, un crypto-wallet. Ouais. Alors, je fais toujours un test quand je fais un truc comme ça. Vous pouvez lever la main si vous avez un Ledger Nano S. 1, 2, vas-y, gardez la main en l'air quand même. 2 ou 3 personnes.
Ça ressemble à une petite Alors ça, clé c'est bon, USB. ça c'est un bon reality check pour moi, parce que généralement, je suis dans les conférences crypto et tout le monde lève la main et je me dis « Yes, succès, 100%. » Bon, là, voilà. Donc ça montre tout le chemin qui reste à parcourir. Donc le premier business qu'on fait, c'est on sécurise les clés privées pour l'utilisateur. C'est un système de carte à puce, hein, comme ce que vous avez sur votre carte Visa, sauf que là, en fait, vous possédez vos propres secrets. La carte Visa que vous avez, elle possède des secrets, sauf que ce n'est pas les vôtres, c'est ceux de votre banque ou de Visa. Hein. Le concept de la crypto et de la Bitcoin, c'est que maintenant, c'est vos propres secrets, vous avez vraiment votre argent. Par contre, il faut protéger ces secrets. On utilise la même technologie que celle qu'il y a sur votre carte à puce. Ça, c'est une utilisation individuelle qui peut être personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Hein. Si tu es trader et que tu traites des cryptos, tu as envie à titre personnel, tu peux. Et même, tu peux en faire un business et être un trader unipersonnel. Tu as besoin de ce genre de solution de sécurité pour protéger tes bitcoins au moment où ils dorment et au moment où tu veux les utiliser. C'est ce qui s'appelle le endpoint security. Okay. Ensuite, on développe des solutions pour les entreprises, parce que tout d'un coup, si tu as 100 millions en bitcoin, mais qu'on est 4 à vouloir y avoir accès, on ne peut pas y avoir accès en même temps, c'est pas possible. Il y a une notion de clé privée. Si on possède tous la clé privée, c'est un peu comme si je te dis le secret, on l'a tous, il est plus secret. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, on a développé une solution qui apporte de la gouvernance, c'est-à-dire qui permet à plusieurs personnes d'utiliser en même temps des crypto-monnaies avec des règles administratives qui permettent de sortir les fonds uniquement si 2 sur 4 signent et des choses comme ça, quoi. Et pour finir, comme on est dans la sécurité, on sécurise aussi les objets. Parce que la technologie de la carte à puce en fait s'applique à tout ça, et notamment aux objets. Et on sécurise des objets qui sont soit connectés avec des blockchains, ou soit qui ont ce qui s'appelle maintenant, et ça va être un nouveau terme, les critical digital assets, c'est-à-dire des assets digitaux qui sont critiques et qui vont avoir besoin de sécurité. Si tu veux que je te donne un exemple d'asset digital critique, c'est pour ceux qui ont un pacemaker et qui demain voudront avoir un pacemaker connecté. Si vous faites hacker votre pacemaker et que le pacemaker s'arrête, l'asset digital critique, c'est votre vie, et donc vous la perdez. Et donc ça, il faut la sécuriser. Très bien. Est-ce qu'il y a des applications possibles aussi en matière de commerce électronique? On a plusieurs membres de l'association qui gèrent des paiements. Le Bitcoin pourrait devenir une solution? On voit certains marchands accepter les Bitcoins? Déjà, nous, on vend nos produits et puis on accepte Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et autres. Dans toute la communauté crypto, c'est accepté comme mode de paiement. Ça marche assez bien d'ailleurs. Hein. Voilà. Ensuite, si la planète se met à payer en crypto demain, de toute façon, les protocoles ne sont pas assez robustes pour supporter l'augmentation des transactions. Mais pour des utilisations de niche, c'est pas mal. Pour toutes les utilisations sur des produits de luxe qui valent très cher, je pense que c'est très bien. Notamment quand les cours vont remonter, parce que quand le cours remonte, les gens, c'est un peu de l'argent casino, et ils ont tendance à le dépenser sur des produits très chers. Donc si j'avais un produit de luxe, moi, j'accepterais le Bitcoin. Oui, parce qu'il y a beaucoup de millionnaires en Bitcoin. Parce qu'il y a beaucoup de millionnaires en Bitcoin. D'ailleurs, Hublot, qui est une marque de montres de luxe, vient de faire une vente d'une Hublot spéciale. Ils avaient une édition à 210 montres, qu'ils ont vendu ça à 25 000 euros pièce, et ils acceptaient que des Bitcoins. Cibler précisément cette communauté de millionnaires en Bitcoin. Et ils ont tout vendu, même dans le bearish market. Intéressant. Alors la blockchain, on le voit, est incontournable dans l'univers des crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a d'autres usages qu'on peut imaginer, notamment en matière de publicité? Vous avez commencé à l'expliquer, la question des données personnelles. Est-ce qu'elle pourrait être demain gérée par une blockchain? Oui, en fait, quand on pose ce genre de questions, en fait, il faut avoir une espèce d'échelle temps en tête. C'est-à-dire que, est-ce que demain matin, ça peut être géré par une blockchain? Absolument pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on fait de la publicité en ligne, c'est super mass market, il y a des milliards de connexions par minute, seconde, etc. Chez Criteo, je me rappelle, je ne sais même plus combien on traitait de transactions à la seconde, mais on était assez proche du high frequency trading. Aujourd'hui, tout ça, c'est des pratiques qui sont assez loin de ce qu'une blockchain peut supporter. Donc, si on veut remplacer sa plateforme actuelle par une plateforme blockchain, ça me semble assez courageux, quoi. Et probablement que ça ne marcherait pas, en tout cas tout de suite, tous ces cas d'application. Mais de manière inspirationnelle, long terme, le principe même d'une blockchain, c'est de récupérer des informations et de la data qui nous semblent très importantes et qu'on veut absolument conserver et éventuellement la déléguer plus tard, mais la déléguer en sachant à qui on a délégué et avoir cette traçabilité. Donc ça, c'est super important, et je pense que dans les 5-10 prochaines années, les consommateurs, il y aura peut-être 2 types de consommateurs. Il y aura le consommateur qui sera très heureux de vivre sa vie et de se faire targeter, etc., et on n'aura rien à faire de ça. Et puis il y aura le consommateur plus averti qui a déjà mis des adblockers et qui va passer au stade d'après, qui est j'ai ma data à moi et ensuite je la délègue à 1, 2, 3, mais c'est moi qui contrôle tout, quoi.
D'accord. Et je la monétise indirectement par ce biais? Ça, ensuite, éventuellement, ouais, la blockchain, ça permettra aussi de la monétisation directe parce que tu pourras faire un échange de data contre token, par exemple, où je te donne un token de ma data, tu me donnes un token de monnaie en échange, tout à fait. Ouais. Et c'est cette même logique de décentralisation et on redonne le pouvoir sur sa data aux consommateurs plutôt que de la centraliser dans des grands marketing cloud. Ouais, exactement. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives en ce moment qui sont en place pour essayer justement d'intermédiariser cette relation entre le consommateur et les grandes plateformes, de dire, si tu me donnes, moi je peux être la plateforme à laquelle tu fais confiance et ensuite je gère tes droits vis-à-vis des autres, enfin des publishers ou des vendeurs de pub et autres. Ça marche pas très bien en fait, parce que tu fais pas trop confiance à l'intermédiaire, sur les adblockers. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui représentent des adblockers dans la salle, mais c'est quand même un business bizarre. On les laisse pas rentrer normalement. Ouais. On les bloque. Hein. Non, mais ce serait intéressant de les avoir ici, parce que tu vois, c'est quand même un business bizarre où les mecs, c'est toujours un peu shady. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, ça l'est parce que c'est centralisé. Donc tu peux pas trop faire confiance. Il n'y a pas de trust dans un truc centralisé. Tu peux pas faire confiance à AdBlocker parce que tu sais que leur incentive n'est pas complètement aligné avec les consommateurs. Alors que dans un système décentralisé, il n'y a qu'à aller regarder le code pour savoir ce que le code dit, quoi. Tu vois, ensuite, si tu es d'accord avec ce que le code dit, le protocole dit, ça veut dire que ça marche. Et des initiatives dans le commerce aussi, j'ai cru voir Carrefour qui avait lancé une blockchain pour la traçabilité alimentaire, c'est une bonne idée? Ouais, c'est des excellentes idées. En fait, mais d'ailleurs, la raison pour laquelle Carrefour lance une blockchain dans l'alimentaire, c'est justement parce qu'ils essayent de protéger quelque chose qui est critique. En fait, Carrefour, Nestlé, tous les grands producteurs de bouffe, grands producteurs et ou distributeurs de bouffe, ils ont le même problème qui est qu'ils nourrissent des millions et des milliards de personnes tous les jours. Et la nourriture, c'est critique. Si tu manges un mauvais yaourt et que tu meurs, c'est horrible pour Carrefour. Ils doivent rappeler, enfin pour Carrefour et ou pour... Et pour le gars qui a mangé le yaourt aussi. Pour le gars qui a mangé le yaourt, lui, c'est horrible pour sa famille. Lui, maintenant, ensuite, on ne sait pas où il est, quoi. Oui, c'est critique, tu vois. Et donc la traçabilité et le fait que cette traçabilité soit auditable, c'est hyper important pour pouvoir remonter le plus rapidement la chaîne et pour pouvoir savoir si c'était les 4 yaourts là ou si c'était un badge de 1 million. Et voilà, donc c'est super important. Donc en tout cas, la traçabilité du consentement, qui est un sujet qui va être d'actualité dans l'univers publicitaire, ça peut être géré par la blockchain. Est-ce qu'on avait du coup besoin du RGPD cette année pour gérer ça, ou est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Moi, je dois vous avouer que je me sens en partie responsable du RGPD parce que quand on a commencé Criteo, c'était la première fois que les gens voyaient ce qu'on faisait avec leur data parce qu'avant, c'était tellement mal ciblé que les gens, c'était une pub comme une autre. Et puis là, quand tu revoyais le produit que tu venais de voir qui tournait en face de toi, tu te dis « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je me rappelle même, la Commission européenne avait commencé à réfléchir et dans les notes qu'ils prenaient, ils disaient « Oui, c'est ce pub que je revois tout le temps qui me retarget avec mes produits. » Donc, ils parlaient de Criteo sans le nommer. Et je trouve que là, on est arrivé sur un système qui est vraiment horrible, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, je ne sais pas trop s'il sert à quelque chose. En plus, il ne permet pas vraiment un meilleur contrôle à l'utilisateur. Donc, on est un peu dans le pire des deux mondes. Et je pense que la prochaine évolution, ce sera probablement une évolution blockchain décentralisée et régulée de manière light, quoi. D'accord, donc si on arrive à régler ce problème de la vitesse, de l'accès aux données, et puis surtout, si on redonne le contrôle à l'utilisateur, une fois que l'utilisateur a le contrôle, ensuite, il fait... Une fois que l'utilisateur il a la possibilité d'avoir le contrôle, c'est facile, les termes du contrat sont plus faciles. C'est soit tu me donnes le contrôle et maintenant je fais ce que je veux et mes terms and conditions c'est ça, soit tu récupères le contrôle et on a une autre sorte de contrat. Très bien. Thibaut, est-ce qu'on a des questions de la salle sur l'application mmafp.live? Oui, alors on a effectivement 2 questions qui est intéressante. C'est la première question, attendez, on va la remettre à l'écran. Une transaction Mastercard moyenne, c'est de $20. Une transaction Bitcoin, ce serait $27 000. Donc, quelle est le code-part légal de ces transactions? Oh là là, ça c'est vraiment une question de mec terrorisé par la technologie. Écoute, 95%. Mais d'ailleurs, même pose-toi la question de quelle est la part légale du cash en circulation par rapport à celui qui a servi à vendre de la drogue et toutes les autres activités illicites. Je veux dire, nos sociétés, aujourd'hui, il ne faut pas non plus penser que... Je peux vous donner des stats qui sont assez intéressantes, d'ailleurs. En Corée, la prostitution est légale. Alors, est-ce que vous savez combien représente en pourcentage du GDP en Corée, qui est quand même un gros pays qui fait du GDP, la prostitution? Bon, je vous donne le truc parce qu'on est dans une grande salle, c'est 4%. 4%. Okay. Donc, si tu rajoutes la drogue et tous les autres trucs qui sont illégaux, le black market, etc., je pense que nos économies... tu dois avoir un bon 15% du GDP qui est de toute façon de l'économie noire. Donc je pense que poser cette question, c'est un peu comme demander est-ce que les terroristes utilisent un iPhone? Oui, probablement, mais est-ce que ça fait de l'iPhone l'arme de choix des terroristes ou le fait que les terroristes existent parce qu'il y a des iPhones? Ça, je ne crois pas. Donc le Bitcoin, c'est un peu pareil. C'est une très bonne technologie, elle permet de faire plein de choses très positives.
Et par contre, les bandits sont malins, donc quand il y a des nouvelles technologies qui marchent très bien, généralement, ils les utilisent. Il n'y a qu'à regarder Narcos sur Netflix pour comprendre même l'utilisation des nouvelles technologies par les vendeurs de drogue. Et sur la téléphonie, c'est vachement intéressant. Quand ils passent de s'envoyer des messages écrits, ils ont des téléphones satellites, et puis ensuite la DEA leur court après. C'est une course à l'armement technologique pour essayer d'échapper au law enforcement. Donc, merci. Donc voilà. C'est la réponse. Deuxième question. Oui, alors une autre question. On a vu en 2018 une très forte volatilité des bitcoins et des monnaies virtuelles. Quel est votre feeling pour l'avenir et 2019? Question à oui. 1 milliard de dollars. Donc, chez Ledger, et personnellement, je ne donne jamais de conseils d'investissement, donc j'ai absolument zéro feeling sur le futur en termes de l'évolution du prix. Par contre, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous donner des comparables. Aujourd'hui, c'est une classe d'assets qui pèse à peu près 150 milliards. Je crois que la publicité, c'est combien? C'est 300 milliards? Au niveau mondial, c'est 500. 500 milliards maintenant. Ok, moi, quand la dernière fois que j'ai regardé, c'était 300, donc c'est bien. Bravo à tous. Donc maintenant, c'est 500 milliards. Donc déjà, tout le bitcoin, les cryptos, etc., c'est juste un tiers de la publicité. Donc, ce n'est pas un très gros marché. Il faut savoir que l'or, ça vaut 8 trilliards. L'ensemble de l'argent qu'il y a sur la planète, ça vaut à peu près 90 trilliards. Donc la classe d'assets que représente le bitcoin aujourd'hui, c'est une toute petite classe d'assets. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle sera amenée à grandir? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, si elle devait être amenée à grandir, il y a des classes d'assets aujourd'hui sur la planète qui sont beaucoup plus grandes sur un facteur de x10, x20, x30, x50. Et donc, ça vous donne à peu près une perspective de, si jamais ça réussit, jusqu'où ça peut aller. Très bien. Merci Pascal. Et puis on invite tout le monde à offrir un wallet Ledger à Noël. C'est une très bonne idée de cadeau, non? Ouais, mais si j'avais su, je serais venu, je vous en aurais offert tous. Attendez, qui a des cryptos? Vous pouvez lever la main si vous avez des cryptos? Ah, il y en a un peu plus déjà. Et où vous gardez vos cryptos? Vous êtes fous? Il faut avoir un Ledger Nano. Bon, précipitez-vous sur ledger.com. Très bien. Merci Pascal, on peut l'applaudir. Merci. Vous avez vu ça? Merci beaucoup.